Cet après-midi, alors que le deuxième volet des Trois Mousquetaires sort aujourd'hui même sur les écrans, je vous raconte la folle épopée de ceux qui ont inspiré Alexandre Dumas bien avant le cinéma, ou la véritable histoire des mousquetaires du roi. Pourquoi cette unité d'élite fascine-t-elle ? Quand et pourquoi a-t-elle été créée ? Et quelle est l'histoire du véritable D'Artagnan ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes à la fin des années 1620 et le jeune Louis XIII affronte une longue liste de défis. Le souverain fait face à la menace protestante qui se cristallise à La Rochelle, mais s'inquiète aussi de la pression espagnole sur ses frontières. Le problème n'est pas nouveau, il date de Charles Quint, mais il n'en est que plus sérieux. En ce début du XVIIe siècle, en effet, la France est encerclée par la dynastie des Habsbourg. Philippe IV d'Espagne est certes son beau-frère, depuis que le roi s'est marié avec Anne d'Autriche et que sa sœur Élisabeth de France a épousé Philippe IV, mais la réalité géopolitique reste la même. La couronne d'Espagne contrôle toujours les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire la Belgique actuelle, la Franche-Comté, le duché de Milan. Entre les deux royaumes, la paix est à la fois récente et fragile, et chacune des deux couronnes surveille l'autre comme le lait sur le feu. Contrecarrer la puissance des Habsbourg, c'est aussi gêner ces circuits de communication, et en particulier, le chemin des Espagnols, une route qui part de Gênes pour rejoindre les Flandres en traversant les Alpes par différents tracés. L'un d'entre eux passe le long de la frontière avec la Savoie, au pas de Suse, un défilé montagneux dont Louis XIII décide de reprendre le contrôle en 1629. L'occasion faite en l'occurrence le larron. Tout juste victorieuse à La Rochelle, l'armée royale est fin prête quand il s'agit de voler au secours du duc de Nevers, assiégé dans sa forteresse par les troupes des Espagnols et du duc de Savoie. En février 1629, en plein hiver, le roi franchit le col de Montgenèvre avec quelques 35 000 hommes avant de s'engager dans le pas de Suse. Le 9 mars, Louis XIII décide de mener l'assaut en personne, ce qui fait de lui le dernier roi de France qui a combattu au corps à corps sur un champ de bataille. Et c'est un succès. Grâce à la puissante poussée des fantassins placés au centre, ses troupes l'emportent dans la neige. Parmi eux se trouvent, en avant, pour partir les premiers au combat, ceux qu'on appelle les enfants perdus, composés des gardes françaises et des mousquetaires. Ce jour-là, au pas de Suse, ils font un carnage. Emportés par son ardeur, leur lieutenant, le comte de Tréville, bien connu des lecteurs d'Alexandre Dumas, s'enfonce au-delà des lignes à la poursuite du duc de Savoie en personne. Il le rate d'un cheveu, freiné par le duel qui s'engage avec un capitaine espagnol que Tréville finit par blesser avant de le ramener prisonnier. Cette scène, qui fait évidemment beaucoup pour la réputation du comte Jean Arnaud de Tréville, installe surtout la légende d'un des corps d'élite les plus célèbres au monde, les mousquetaires. Au moment de la bataille du pas de Suse, la compagnie des mousquetaires est encore toute jeune. Sur le papier, sa création officielle date de 1622, 7 ans avant à peine. Mais l'origine des mousquetaires se dessine en fait bien plus tôt, au temps du père de Louis XIII, le roi Henri IV. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée sur le trône du Béarnais n'a pas été un chemin de rose. L'extrême tension des guerres de religion ne s'est pas évanouie par miracle avec le couronnement d'Henri de Navarre en 1589 à Chartres. Sa mort en 1610 en est d'ailleurs la preuve ultime. Lorsqu'il meurt sous le couteau de Ravaillac après 20 ans de règne, Henri IV avait déjà échappé à au moins 22 tentatives d'assassinat. Henri IV a évidemment pris la mesure de ce danger omniprésent dès le début de son règne. Alors, pour assurer sa protection, il choisit de se tourner vers des hommes de confiance, des gens de chez lui, nés sur ces terres du sud-ouest, le Béarn, la Navarre ou la Gascogne. C'est dans ce vivier de jeunes gens doués, batailleurs et aventureux, qu'il puise en 1593 lorsqu'il s'adjoint les services de 2 corps de confiance préexistants pour assurer sa protection, les chevaux légers et les carabins. Les carabins, oui, leur nom n'a rien à voir avec les carabins de la faculté de médecine. Il vient d'une arme à feu encore nouvelle, la carabine. Recrutés très jeunes, à 16 ou 17 ans, dans les familles de la petite noblesse gasconne, ce sont rarement les aînés de leur fratrie, mais plutôt des cadets, ceux qui ne toucheront donc pas le plus gros de l'héritage. Les futurs carabins sont formés pour en faire des soldats d'élite, capables de combattre à la fois à cheval et à pied. C'est sur ce double trait, celui du Gascon pas bien riche, qu'Alexandre Dumas va broder pour imaginer son jeune D'Artagnan.
mais lui sera mousquetaire et pas carabin. Car ce n'est en réalité qu'en 1622 que les mousquetaires voient le jour, lorsque Louis XIII décide de créer sa propre garde. À cette date, il ne fait donc que transformer, moderniser et renforcer cette compagnie qui existe déjà. De 50 carabins d'origine, il passe à 100 mousquetaires. Et si on modifie leur nom, c'est aussi qu'on change leur arme de prédilection. La carabine est remplacée par un mousquet encore plus puissant avec ses balles rondes dont le calibre oscille entre 18 et 20 mm. La carabine fait le carabin, le mousquet fait le mousquetaire. Et ce n'est pas là sa seule arme, puisque chaque membre de la troupe est aussi équipé de 2 pistolets et d'une épée, la fameuse rapière. La première fonction de la nouvelle compagnie, qui consiste à assurer la protection du roi, n'est donc pas nouvelle. Comme les carabins avant eux, les mousquetaires de la maison du roi sont des cavaliers émérites, mais aussi d'excellents tireurs et de fins bretteurs. Bref, des troupes d'élite qui passent leur temps à s'entraîner. Un service d'escorte et de protection rapprochée qui protège les déplacements du roi, mais qui peut aussi être engagé au combat pendant une guerre quand il s'agit de marquer les esprits. Car c'est bien cela que Louis XIII apporte de neuf avec ses mousquetaires. Une image de puissance et de représentation d'autant plus marquante qu'elle repose sur une authentique excellence. L'engagement du pas de Suse en est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Pendant le siège de l'île de Ré et de La Rochelle, déjà, la fougue, la compétence, la polyvalence tactique des mousquetaires avaient impressionné tout un chacun, amis comme ennemis. Dès leur naissance, les mousquetaires ont frappé les esprits. Les mousquetaires, à cette date, ne ressemblent pas encore à l'image qui nous vient spontanément grâce aux films et aux romans. C'est un peu plus tard, sous Louis XIV, que la compagnie recevra le premier véritable uniforme de l'armée française, cette livrée qu'on reconnaît de loin avec la fameuse casaque et son manteau bleu turquin, un bleu plutôt foncé frappé d'une croix blanche dont chaque bras se termine en fleur de lys, l'insigne royal par excellence. Mais restons avec Louis XIII. En 1634, 5 ans après le fait d'armes du pas de Suse, le roi va plus loin encore. Le 3 octobre, dans un geste très symbolique, Louis XIII se fait capitaine de la compagnie. Même si le roi se fait un point d'honneur à respecter les règles de l'idéal chevaleresque, cela ne signifie évidemment pas qu'il en assure le commandement au quotidien. Il n'en est que le commandant en titre, et la véritable gestion du corps est confiée à un officier, le capitaine-lieutenant. Le premier à occuper cette charge est très logiquement le comte de Tréville, que Louis XIII a vu à l'œuvre et dont il apprécie la loyauté. Pour le roi, le message est clair. Les mousquetaires, les premiers du nom, sont à lui et à personne d'autre. Pour le comte de Tréville, ce poste est un insigne honneur. En prenant ses ordres auprès de Louis XIII en personne, il rejoint le cercle fermé de ceux qui ont un accès direct au souverain. Pour les mousquetaires, enfin, c'est la reconnaissance d'un courage et d'un dévouement qui vont faire beaucoup pour leur légende. En parlant de légende, une image colle à la peau des mousquetaires. Celle d'une bande de jeunes toujours prêts à se battre en duel pour un oui ou pour un non. On pourrait croire que cette image doit tout au premier chapitre des Trois Mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas, lorsque D'Artagnan réussit en moins d'une demi-heure à se mettre 3 duels sur les bras avec Athos, Porthos et Aramis. Eh bien, la réalité n'est pas si éloignée de la fiction. Dumas a certes forcé le trait, bien sûr, mais le fait est que cette jeunesse gasconne est bel et bien connue pour être turbulente, aux grandes dames de Richelieu qui s'est lancé dans une guerre sans merci contre la pratique du duel. Les raisons n'en étaient d'ailleurs pas spécialement morales. Ce que Richelieu reprochait au duel, c'était de décimer l'aristocratie française au risque de priver l'armée royale de ses futurs cadres. Les mousquetaires n'étaient certes pas les seuls à tirer l'épée, mais ils faisaient indéniablement partie du problème, et l'affrontement entre le comte de Tréville, ses hommes, et le cardinal de Richelieu n'est pas purement fictionnel. Les deux hommes, d'ailleurs, se sont bel et bien opposés dans la réalité, et parfois à couteau tiré. En 1642, lorsque le marquis de Saint-Marc cherche à assassiner le cardinal, Tréville est approché. Là, son rôle n'est pas clair, mais il se serait proposé d'assassiner Richelieu lui-même. Averti, Richelieu réclame son exil. Le cardinal aura réussi, et surtout la tête de Saint-Marc, ainsi que celle d'un autre, le nommé François-Auguste de Tours, mais sa méfiance est telle qu'il exige le départ de Tréville. Le roi cède, mais la mort de Richelieu en décembre 1642 met fin à la vendetta et Tréville est rappelé, mais pour bien peu de temps.
En mai 1643, Louis XIII meurt à son tour. Anne d'Autriche devient alors régente et c'est un autre cardinal, Mazarin, qui finit par avoir la peau des mousquetaires du roi, qu'il dissout en 1646. Une fois sur le trône, Louis XIV ne va pas tarder à réanimer la compagnie fondée par son père. En 1657, à 19 ans, conseillé par Mazarin, le jeune souverain reconstitue la compagnie d'origine. Et c'est tout sauf un caprice. Le futur roi Soleil a bien compris l'importance de pouvoir compter sur des hommes suffisamment dévoués pour mourir à son service. En 1665, les mousquetaires connaissent une réorganisation de grande envergure lorsque le cardinal Mazarin offre sa propre compagnie de mousquetaires au roi en guise de cadeau de mariage. Chacune compte 300 hommes et pour le reste, c'est l'équipement qui les distingue. Montée sur des chevaux gris et munis d'épées à garde d'or, la première compagnie reçoit le surnom de mousquetaires gris. Dotée de chevaux noirs et d'épées à garde d'argent, la seconde compagnie reçoit de son côté celui de mousquetaires noirs. Cela va de soi. Aussi attaché que son père à cette troupe dont la loyauté n'a jamais fait défaut, Louis XIV soigne particulièrement ses mousquetaires. Le roi Soleil ordonne ainsi la construction rue du Bac d'un hôtel qu'il aurait réservé, ce qui soulage les habitants du faubourg Saint-Germain. Jusque-là, c'est eux qu'on obligeait à loger ces jeunes gens de guerre quelque peu agités. Prestigieux, le corps des mousquetaires conserve sous Louis XIV la même fonction que sous Louis XIII. Une troupe d'élite chargée d'assurer la protection du roi, mais aussi, après 1665, de partir en campagne, même si le roi n'est pas présent, pour le représenter sur le champ de bataille. Les mousquetaires se couvrent de gloire dans bien des occasions et leur fougue légendaire permet bien souvent de remporter des batailles comme lorsqu'ils prennent Valenciennes en 3/4 d'heure en 1677 pendant les guerres de Hollande. Parfois, le fait simplement de les voir charger suscite crainte et terreur chez les ennemis qui font une décharge de mousqueterie avant de prendre la fuite comme à Namur en 1692. Petit à petit pourtant, la présence des mousquetaires se fait moins sentir en première ligne. Pour une simple raison, l'art de la guerre évolue considérablement à partir de 1701 et la guerre de succession d'Espagne, les batailles rangées et le feu roulant de l'infanterie s'imposent et les sièges sont de moins en moins déterminants. Au XVIIIe siècle, le rôle des mousquetaires évolue, mais à Fontenoy, en 1745, les mousquetaires s'illustrent encore sous les yeux du roi d'alors, Louis XV, pour ce qui reste comme l'une des plus belles victoires de l'histoire de France en général et de la guerre de succession d'Autriche en particulier. Mais ce sont là les derniers feux pourtant. Au milieu du siècle des Lumières, les mousquetaires s'éloignent véritablement du front tout en restant une voie royale pour les futurs officiers. Mais si prestigieux soit-il, le coût ruineux de leur entretien ne se justifie plus vraiment dans la seconde moitié du siècle. Sur fond de rigueur budgétaire, c'est Louis XVI qui supprime le corps des mousquetaires en 1775 dans le cadre de la vaste réforme militaire engagée par son ministre, le comte de Saint-Germain. Alors oui, au moment de la Restauration en 1814, la compagnie des mousquetaires renaîtra bien sous l'autorité de Louis XVIII cette fois, mais le réveil sera éphémère. Au lendemain des 100 jours où le court règne de l'empereur Napoléon, leur corps est définitivement supprimé. Les mousquetaires sont morts, vivent les mousquetaires. Mais ce que l'armée vient de perdre, la littérature le gagne. Oui, grâce à Alexandre Dumas, tout le monde connaît les mousquetaires. Et tant pis si leur fameuse devise « tous pour un, pour tous », une seule fois évoquée dans le roman, précisément au chapitre 9, est historiquement fausse. Avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, le romancier a lancé le roman de Cap et d'épée comme personne, mais on aurait tort de s'arrêter à cette seule célébration du panache et de la bravoure. Derrière les Trois Mousquetaires, 2 autres romans complètent le geste des Trois Mousquetaires qui étaient 4, 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. Et si Dumas prend des libertés colossales avec l'histoire, il ne se contente certainement pas de chanter les faits d'armes de ces 4 héros. Dans les Trois Mousquetaires, comme dans les 2 volets qui suivent, il évoque aussi une autre facette de ce que furent les mousquetaires, une facette plus politique et plus ambiguë que son principal héros incarne à merveille. Charles de Batz de Castelmore, alias d'Artagnan, a bel et bien existé, et on sait que Dumas s'est appuyé sur de faux mémoires rédigés bien après sa mort par un plumitif imaginatif
Courtils de Sandras, qui cherche avant tout à faire passer ses conceptions sur la société de son temps et critique indirectement Louis XIV. Sous couvert de d'Artagnan, il signe là un véritable plaidoyer politique. Aussi, ce qu'on sait moins, c'est que ces trois autres personnages ont aussi existé et que, même si rien ne dit qu'ils ont croisé la route du bouillant gascon, ce n'est pas impossible. Henri d'Aramitz, cousin du comte de Tréville, fut bel et bien mousquetaire, comme Armand de Silègue d'Athos d'Hautevieille, lui aussi parent de Tréville, qui entra dans la compagnie vers 1640 avant de mourir dans un duel 5 ans plus tard. Porthos, lui, doit son existence à Isaac de Porto, le seul dont on n'est pas tout à fait certain qu'il fût mousquetaire. Quant à d'Artagnan, qui a lui aussi servi sous les ordres du comte de Tréville, il partage plus qu'on ne le croit avec son alter ego de papier. Comme lui, il a fait l'essentiel de sa carrière chez les mousquetaires. Comme lui, il est passé du champ de bataille à un rôle plus politique au service de Mazarin puis de Louis XIV. D'une certaine manière, d'Artagnan fut au roi Soleil ce que le comte de Tréville avait été à son père, un homme de confiance, un familier à qui on peut se confier au cœur des intrigues et de la raison d'État. On sait ainsi que c'est d'Artagnan qui fut chargé d'arrêter l'intendant Nicolas Fouquet au lendemain de sa disgrâce en 1661, ce dont il s'acquitta avec une certaine humanité. On ignore en revanche que la mission était suffisamment délicate et Fouquet suffisamment puissant pour que Louis XIV le choisisse lui plutôt qu'un autre, au grand dépit d'autres officiers plus gradés qui auraient pu et dû procéder à l'arrestation à sa place. Mais voilà, le roi Soleil n'avait confiance qu'en son mousquetaire dont il avait depuis longtemps pu mesurer le caractère. Et ce notamment au cours de l'expédition qu'il avait menée de Paris jusqu'à la Bidassoa, jusqu'à la frontière espagnole pour son mariage avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Derrière l'affaire de Buckingham et des ferrets de la reine, derrière les chevauchées fantastiques, le personnage d'Alexandre Dumas montre donc autre chose. Au-delà de l'image d'Épinal du mousquetaire, l'écrivain a bien senti que les intrigues dans lesquelles il plonge son héros vieillissant reflètent aussi la réalité de la compagnie qu'il incarne. Les mousquetaires, au temps de Louis XIV, ne sont plus uniquement un outil de prestige et pas seulement un corps d'élite. Tout cela est vrai, bien sûr, mais les mousquetaires sont aussi le bras armé de la raison d'État, une police politique qu'on sollicite quand il s'agit d'allier la compétence à une loyauté sans faille. Au travers des mousquetaires, le règne de Louis XIV montre aussi l'évolution vers l'absolutisme que présageait déjà le règne de Louis XIII et de Richelieu. Comme le reste de la maison du roi, les mousquetaires sont le reflet de l'absolutisme royal. En exécutant la lettre de cachet qui lui demande d'arrêter l'un des premiers personnages de l'État, l'intendant Nicolas Fouquet, d'Artagnan incarne le mousquetaire par excellence, celui du siècle de Louis XIV en tout cas. Un militaire qui exécute sans sourciller un ordre délicat donné au nom de l'arbitraire et de la raison d'État. Et sa carrière incarne à elle seule les bénéfices que les mousquetaires ont pu tirer de cette proximité avec le roi. Et oui, en récompense de ses missions, d'Artagnan fut nommé à la charge, dont le titre ne rentre pas sur une carte de visite, de capitaine des petits chiens du roi courant, le Chevreuil. Ce qui, trêve de plaisanterie, lui vaut un logement à la cour. Il prend ensuite la tête de la première compagnie des mousquetaires avant d'occuper un temps la place de gouverneur de Lille, avant de mourir comme son jumeau de fiction sous les murailles de Maastricht, victime d'une balle de mousquet. La nouvelle a, semble-t-il, bouleversé Louis XIV, plus jeune de 27 ans que son capitaine. « Madame », écrit en tout cas le roi à la reine en apprenant la nouvelle, « j'ai perdu d'Artagnan, en qui j'avais toute confiance et qui m'était bon à tout. » Au-delà de cet hommage au plus célèbre d'entre eux, la formule rend finalement justice au corps tout entier des mousquetaires. À travers le cinéma, la littérature, les séries ou la bande dessinée, la fiction s'est toujours nourrie de l'histoire des troupes d'élite. Des bataillons sacrés de la Grèce antique à la garde prétorienne qui protégeait les empereurs romains, des janissaires de l'armée ottomane à la Légion étrangère et des samouraïs au béret vert, on les retrouve partout, mais aucune ne peut sans doute se vanter d'avoir la même aura que les mousquetaires du roi. Après Alexandre Dumas, on ne compte plus le nombre d'adaptations de son roman le plus célèbre, mais on sait qu'au cinéma, la première date de 1903, avec une version signée Georges Méliès, hélas perdu aujourd'hui. Derrière le jeune Gascon audacieux et derrière
les 3 fines lames qui l'accompagnent. Chacun projette bien sûr ce qu'il veut, l'amitié, l'entraide, le panache et le courage, mais aussi l'amertume, le cynisme et le temps qui passe pour ceux qui vont au-delà du premier des 3 romans de Dumas. C'est toute la beauté du destin des mousquetaires, un corps d'élite qui est entré dans la légende, les bottes aux pieds en 1844, un peu moins de 30 ans après sa disparition définitive. Derrière la figure du mousquetaire et dans la foulée de Dumas et des autres, chacun peut se glisser dans les interstices de la réalité historique pour y glisser sa propre vision d'une époque et d'une épopée. C'est le cas avec l'adaptation la plus récente réalisée par Martin Bourboulon, avec notamment François Civil qui sort aujourd'hui même sur nos écrans. Toutes ces versions ne se valent pas, évidemment, mais elles ont au moins le mérite de ramener sans cesse à la figure du mousquetaire qu'Alexandre Dumas a fait surgir du passé avec un talent d'autant plus remarquable que son roman frôle sans doute de plus près l'atmosphère d'une époque que bien des adaptations contemporaines. Dumas voulait allier l'histoire et le divertissement, mais si son œuvre pèse aussi lourd sur nos représentations, sur nos imaginaires, c'est sans doute parce qu'elle saisit quelque chose de l'âme des authentiques mousquetaires, un groupe d'hommes de confiance dont le pouvoir royal fit à la fois l'ancêtre de nos forces spéciales et une police politique placée au service de la raison d'État. Et si la fiction a tout emporté, c'est sans doute et comme souvent pour nous inviter à retrouver la réalité passionnante et complexe qui se cache derrière elle. Historiquement vôtre. Julien Wilmar, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Aujourd'hui, je le disais, dans le récit sort donc au cinéma le 2e volet du film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, énième adaptation du roman éponyme d'Alexandre Dumas. On en a un extrait d'ailleurs. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne. Tout ce que j'ai fait, ou que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Il y a donc ce film, 2e volet, c'est Milady, dont vous avez été le conseiller scientifique et dont le premier volet a réuni plus de 3 300 000 spectateurs en juin dernier, et aussi l'exposition d'Artagnan, les mousquetaires du roi, aux sources du mythe, au château de Vincennes. Les mousquetaires fascinent, ils font véritablement partie de la culture populaire. Comment vous, Julien Wilmar, vous l'expliquez ? Pour l'expliquer, il faut vraiment remonter aux sources de l'histoire, en quelque sorte, et de l'histoire des mousquetaires, puisque c'est vraiment sous l'Ancien Régime qu'on va voir leur légende se créer. Enfin, c'est là où on va vraiment trouver les ferments de leur légende. Les mousquetaires, à la base, sont des gentilshommes, de jeunes gentilshommes qui entrent aux mousquetaires, au service du roi, mus par un idéal chevaleresque, par des rêves de gloire, de grandeur, et qui vont combattre sur le champ de bataille. Ils sont tous porteurs de valeurs chevaleresques. Avec la Révolution, ces valeurs vont en quelque sorte être démocratisées. Et en 1814, quand Louis XVIII va rétablir les mousquetaires, on va à ce moment-là voir énormément de jeunes gens se précipiter pour entrer aux mousquetaires, mais plus uniquement gentilshommes. Cette fois-ci, ces valeurs ont gagné vraiment toutes les couches de la société. On va voir des roturiers, type Théodore Géricault, le fameux peintre, qui est entré aux mousquetaires en 1814, et il va falloir constituer des listes d'attente, mais le succès a pris. C'est-à-dire que ces valeurs nobiliaires ont en quelque sorte transcender leur ordre pour vraiment toucher toute la société. Et là, on va avoir quelque chose qui va finir par qualifier ce que moi j'appelle l'esprit français, c'est-à-dire qu'on va retrouver la bravoure, le courage, la valeur, le service de l'État, le service du roi, mais vraiment de l'État à l'époque, et qui va vraiment être cristallisé autour des mousquetaires. Quand, en 1844, Alexandre Dumas écrit son premier roman, les mousquetaires ne sont pas des inconnus dans la société française. Ils sont déjà présents sur plusieurs tableaux de la Galerie des Batailles à Versailles, mais ils sont également présents dans l'imaginaire populaire, puisqu'il y a déjà des pièces qui ont été écrites sur eux, les mousquetaires au couvent, notamment entre 1815 et 1844. Mais si aujourd'hui les mousquetaires sont encore autant populaires, je pense que c'est vraiment grâce au cinéma. Le cinéma, à la suite des romans, leur a permis d'avoir presque une existence immortelle. La Compagnie des Mousquetaires du Roi est donc fondée, je le rappelais dans mon récit, en 1622 sous le règne de Louis XIII. Quels étaient
les critères de sélection pour intégrer cette compagnie? On a parlé des origines géographiques de certains de ses membres, les Béarnais, les Gascons. Alors le roi, en réalité, n'a fixé qu'une seule, en quelque sorte, une seule condition d'entrée, c'est celle de l'expérience. Un gentilhomme qui veut entrer aux mousquetaires doit avoir déjà servi au moins une ou deux campagnes, bien souvent comme cadet aux gardes françaises. Et il passe ensuite comme mousquetaire du roi avant de pouvoir poursuivre sa carrière ailleurs. Donc ce ne sont pas des jeunes gens inexpérimentés. Fallait-il avoir des lettres de noblesse? Alors, logiquement, il faut être gentilhomme pour entrer aux mousquetaires. Mais sous Louis XIII et Louis XIV, on va voir le roi favoriser l'entrée de jeunes gens bien recommandés qui ont fait leurs preuves et qui, au bout de leur carrière, vont se voir accorder des lettres de noblesse. Au XVIIIe siècle, retournement de situation, là, il faut vraiment prouver 4 quartiers de noblesse pour entrer aux mousquetaires. Et la troisième condition, c'est celle financière, puisque le roi ne fournit que 3 choses à son mousquetaire: le mousquet, la casaque bleue à croix fleur-de-lysée et le logement. Donc on ne s'enrichit pas comme mousquetaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solde, il n'y a pas une... Alors le mousquetaire touche une solde qui est la même en 1622 et un siècle et demi plus tard, en 1775, lorsqu'ils sont supprimés. C'est la même solde, elle n'a pas bougé malgré l'inflation. Donc on ne s'enrichit pas au service du roi. Et pire, on doit payer. Quand on entre dans les mousquetaires, on consigne de l'argent à la caisse de la compagnie qui va servir à acheter le cheval, l'épée, le reste de l'équipement. Mais ce qui est un peu contradictoire, c'est que en général, on devenait mousquetaire, on intégrait la compagnie des mousquetaires quand on était un cadet. C'est-à-dire que quand on n'avait pas le droit à l'héritage familial qui lui passait par le droit d'aînesse et allait vers l'héritier du nom. Donc c'était plutôt des jeunes gens de bonne naissance, mais désargentés. Donc ils étaient au service du roi sans possibilité de faire fortune. Oui, ils entrent au service du roi parce que c'est ça qui est... L'objectif, c'est vraiment d'acquérir de la gloire, de faire vivre le nom de la famille. Alors même si on est un cadet, généralement, les parents consignaient une pension et puis ça leur permettait de vivre. Si le roi était satisfait de leur service, on leur donnait aussi quelques gratifications. Mais on fait vraiment carrière pour soi. On paye pour être au service du roi sous l'Ancien Régime. Tous pour un pour tous, c'est la devise des mousquetaires popularisée par l'œuvre d'Alexandre Dumas. Bon, on va pas se mentir, Julien Wilmar, la devise, le vrai cri de ralliement des mousquetaires est bien plus terrible que ça. La véritable devise de la première compagnie des mousquetaires est très martiale et a des accents très guerriers, puisque elle représente une bombe tombant sur une ville avec la devise Quo ruit et letum, qui veut dire par là où elle tombe, elle sème la mort. En d'autres termes, là où les mousquetaires passent, ils vont y semer un certain carnage. Au XVIIe et XVIIIe siècle, quelle devient la réputation des mousquetaires? Ils sont craints, ils sont toujours admirés, ou à la fois craints et admirés? Les mousquetaires ont toujours été craints et admirés parce qu'ils évoluent surtout à Paris entre ordre et désordre. Ils sont à la fois les garants de l'ordre du royaume, donc ils sont craints puisqu'ils inspirent un peu la terreur, puisque si on se soulève contre le roi, on risque de voir en effet arriver des mousquetaires. Mais ils sont à la fois admirés puisqu'ils sont au service du roi, ils évoluent près du roi, ils portent sa bannière en quelque sorte sur le champ de bataille, ils vont s'acquérir de la gloire et donc ils sont admirés par les Parisiens pour cette raison. Ils sont craints par leurs logeurs, en général, parce qu'ils avaient tendance à boire et le soir ou à détrousser ou les logeuses passaient un mauvais quart d'heure, on dit. Alors, en général, les mousquetaires étant presque tous gentilshommes, j'ai analysé tous leurs excès, notamment dans Paris, durant leur quartier libre. Il n'y a aucun viol, vol ou autre, mais par contre, la boisson fait partie de leur quotidien, et donc après leur service, ils se retrouvent à la taverne, et là, souvent, en général, ça se finit assez mal, puisqu'on a des jeunes gens, gentilshommes, imbus d'eux-mêmes, et qui prennent de haut les Parisiens, y compris le guet de Paris, la police de Paris, qui ne vont pas hésiter à humilier publiquement en recourant à leurs épées, d'ailleurs. Julien, arrêtons-nous un instant sur les rapports entretenus par le roi et ses mousquetaires. Comment est-ce que vous pourriez définir ces rapports qui unissaient Louis XIII puis Louis XIV à leurs mousquetaires? Confiance, fidélité réciproque. Est-ce que du père au fils, les choses ont changé? Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai étudié le parcours des capitaines lieutenants des mousquetaires sous Louis XIII, Louis XIV, c'est vraiment un lien de proximité, de confiance personnelle, d'amitié qui existait notamment entre Louis XIII et Tréville, entre Louis XIV et D'Artagnan, entre Louis XIV et Forbin, qui va succéder à D'Artagnan à la tête des mousquetaires,
Forbin qui aurait même assisté au mariage secret de Louis XIV avec Madame de Maintenon. Donc on a vraiment vraiment des liens de proximité, de confiance qui existent entre ces deux hommes, des liens interpersonnels, quelque part, qui ne se transposent pas du père au fils. On le voit lorsque Louis XIII meurt, Tréville perd son protecteur, et de fait, ces liens ne sont pas transposables sur le jeune Louis XIV. Julien Wilmar, dans votre livre, vous identifiez 4 missions principales confiées aux mousquetaires: membres de la garde du roi, unité d'élite, police politique et, on le sait moins, école militaire pour la noblesse. Pourquoi la formation militaire des nobles est-elle confiée aux mousquetaires ? Alors c'est une grande nouveauté des années 1680. Aucune voie de formation n'existait à l'époque pour former les officiers, tous gentilshommes bien sûr. Et pendant la guerre de Hollande, le roi et Louvois, son ministre de la guerre, ont constaté qu'il y avait beaucoup de lacunes dans la formation des officiers des troupes. Et ils ont donc décidé de créer 2 voies de formation pour ces officiers: les compagnies de cadets gentilshommes pour les membres de la petite et moyenne noblesse peu fortunée, et les mousquetaires pour les fils de la haute aristocratie. Et ainsi, à partir des années 1680, les mousquetaires vont assurer ce rôle de formation. Le jeune duc de Saint-Simon, par exemple, est passé aux mousquetaires en 1691-1692. Il n'a d'ailleurs pas trop apprécié de partager la tente avec ses camarades au siège de Namur, notamment. Il est tellement snob. Complètement. Tellement imbu de son rang. Avant de renaître sous la Restauration, la compagnie des mousquetaires du roi est supprimée, je l'ai raconté, au début du règne de Louis XVI. Pour quelle raison son ministre de la guerre, le comte de Saint-Germain, lui a suggéré cette idée ? Alors, à la fin du XVIIIe siècle, les caisses royales sont vides. La maison militaire du roi, ça mange beaucoup de fonds, puisque Louis XV a accordé énormément de pensions à tous les membres de cette élite militaire. En plus de ça, le comte de Saint-Germain est opposé à toute forme de privilège militaire, donc il déteste à ce titre la maison militaire. Et Marie-Antoinette y a ajouté son petit grain de sel, puisqu'elle détestait un des capitaines lieutenants d'une unité de la garde du roi. Et donc, face à toute cette pression, à cette volonté de réforme, il a bien fallu couper, et donc on a supprimé les 2 compagnies de mousquetaires ainsi que celle des grenadiers à cheval qui lui étaient adjointes. Julien Wilmar, dans l'imaginaire populaire, grâce au roman d'Alexandre Dumas, le mousquetaire par excellence, c'est D'Artagnan. Dans le roman, c'est un aventurier pétillant et séducteur. Qu'est-ce que les données historiques nous apprennent sur la personnalité du vrai D'Artagnan, Charles de Batz de Castelmore ? Alors, la personnalité du vrai D'Artagnan, elle est à l'image de sa carrière. C'est un homme fidèle au roi, c'est le service du roi qui prime sur toute autre considération, même vis-à-vis de sa femme, qu'il va rapidement, après 2 ans de mariage, faire exiler sur ses terres, tellement il en avait assez de l'avoir. Donc on a vraiment un homme tatillon et à cheval sur la hiérarchie, et il considérait que tout le monde lui devait respect, puisque en le respectant lui, c'était le roi qu'on respectait, et inversement, si on ne le respectait pas, c'était le roi qu'on ne respectait pas. Donc c'est un homme vraiment au caractère très dur, mais à la fois humain. On l'a vu avec Fouquet, beaucoup d'humanité. Une véritable amitié est née entre les 2 hommes. Exactement, oui, c'est vraiment un homme qui était très rude, un bon militaire, mais à la fois humain. Le 2e volet du long-métrage Les 3 mousquetaires, Milady de Martin Bourboulon, sort aujourd'hui au cinéma avec François Civil dans le rôle de D'Artagnan. Vous avez été conseiller scientifique du film, je le disais tout à l'heure. En quoi cela consiste ? Est-ce que vous avez eu comme on dit en anglais, le final cut ? Est-ce que vous avez pu vérifier que tous vos conseils ont été suivis, ou est-ce qu'il y a des inexactitudes historiques qui s'y sont glissées ? Alors, il y a toujours des inexactitudes historiques, on l'a vu récemment avec le film Napoléon. On est toujours en train d'attaquer les conseils historiques. Alors, en réalité, le rôle du conseil historique s'arrête bien souvent au niveau du scénario, et on amène donc nos connaissances historiques, nos regards sur les séquences, et à partir de ces éléments, le réalisateur fait en général ce qu'il veut, puisque, ne l'oublions pas, un film, c'est une œuvre d'art. Nous, on amène les éléments, la matière première, et puis le réalisateur peut modeler comme il veut. Et donc, en général, c'est toujours l'optique que je prends quand j'assure un rôle de conseiller historique, c'est vraiment d'amener la matière et puis de laisser libre cours. Certains réalisateurs ont plus de soucis que d'autres. Pour les 3 mousquetaires, Martin Bourboulon voulait quelque chose qui colle plus avec la réalité d'aujourd'hui, avec une ambiance un peu sombre, qui a d'ailleurs été corrigé pour le 2e volet, avec une ambiance un peu plus lumineuse d'ailleurs, mais les costumes, d'autres éléments sont purement imaginaires et fictifs. Parce qu'il est arrivé, par exemple, de voir je crois que c'est Leonardo DiCaprio qui jouait une fois un Louis XIV,
et qui était devant le portrait de son arrière-petit-fils. Tout à fait, c'est ce que je souligne souvent d'ailleurs. Bon, alors ça, j'ai essayé de veiller au maximum. Mais... Oui, donc on a suivi vos recommandations. Ou dans le film de Sofia Coppola, ça m'a toujours amusé de voir qu'on annonce que la comtesse de Provence est enceinte alors que c'était la comtesse d'Artois. Mais Sofia Coppola m'avait expliqué que la Provence, ça faisait plus rêver les Américains que l'Artois. Ce qui est très injuste pour l'Artois. C'est toujours un peu le problème, en effet, de toute façon, des conseillers historiques. Hein. On amène les éléments. Notez que maintenant, les Américains, la Gascogne, ça commence à les faire rêver. Donc, peut-être que le Gers va prendre de l'ampleur grâce à D'Artagnan. On cite souvent une phrase d'Alexandre Dumas qui, aujourd'hui, sonne mal, il faut bien le dire. On a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Vous jugez comment l'œuvre d'Alexandre Dumas en tant qu'historien ? Alors, en tant qu'historien, quelque part, le problème Alexandre Dumas n'a rien voulu faire d'autre que des romans historiques. Et donc, à ce titre, exactement comme les romans historiques qui sortent aujourd'hui. Mais pour l'historien que je suis, et c'est la même chose pour tous mes collègues, c'est que il a fait beaucoup de mal à l'histoire parce que beaucoup de lecteurs encore aujourd'hui pensent que c'est la réalité historique qu'on retrouve. Les Mousquetaires, c'est un exemple, mais encore, c'est une aventure de cap et d'épée. Le plus douloureux, c'est notamment la reine Margot, où Catherine de Médicis passe pour l'empoisonneuse et la complotiste, qui crée des complots un peu partout, alors qu'en réalité, c'est complètement une légende noire. Mais alors justement, pour terminer, Julien Wilmar, comment faire en sorte que le public dissocie l'œuvre de cinéma de la réalité historique ? Le meilleur conseil que je peux donner aux auditeurs pour justement dissocier l'œuvre d'art qu'est le film avec la réalité, c'est de se rendre en librairie et de choisir les meilleurs ouvrages pour déceler le vrai du faux de la fiction et de la réalité. C'est la raison pour laquelle je les invite à lire d'urgence votre livre « Les Mousquetaires du Roi, une troupe d'élite au cœur du pouvoir », disponible aux éditions Talendier. Merci beaucoup, Julien Wilmar, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire des Mousquetaires du Roi. Et j'en profite, chers auditeurs, puisque nous avons parlé de Nicolas Fouquet dans cette émission, le surintendant des finances qui fit bâtir le château de Vaux-le-Vicomte, pour vous signaler qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, le château se pare de ses habits de lumière pour son grand Noël, à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain, un événement qui est organisé en partenariat avec Europe 1. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.